Bienvenue sur ce plateau, docteur. Merci. Avec vous, nous allons nous entretenir sur la prévalence du syndrome d'immunodéficience acquise. Le pari zéro infection en République démocratique du Congo peut être gagné en quelles conditions, docteur? Merci madame, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Je salue le beau plateau de Biohan et toute l'équipe professionnelle qui est avec nous. Mais disons que la République démocratique du Congo est inscrite, n'est-ce pas, parmi des nations qui sont fortement engagées dans la lutte contre le sida. Et par rapport à cet objectif mondial d'objectif zéro, il faut dire que le pari ne pourrait être gagné que si la sensibilisation, la mobilisation sont renforcées à travers le pays. Mais non seulement la sensibilisation et la mobilisation, mais que cette sensibilisation puisse conduire les personnes sensibilisées à se faire dépister. Nous les souhaitons volontairement, et que parmi les personnes dépistées, s'il y en a qui sont séropositives, et que ces personnes puissent toutes, n'est-ce pas, bénéficier de soins, de traitements, y compris par les antirétroviraux. Donc c'est à ces conditions-là qu'il est possible de pouvoir réaliser l'objectif zéro, parce que aujourd'hui il est démontré que bien soigner, bien traiter le malade du sida, les personnes infectées, c'est aussi prévenir la transmission du VIH. On parle de VIH-Sida dans cette émission de check-up. Docteur, est-ce que vous pourriez, en des termes clairs, en des termes simples, essayer de nous expliquer ou de définir le terme VIH-Sida? Mais disons que VIH, le virus d'immunodéficience humaine, c'est les microbes. Comme il existe d'autres virus et d'autres microbes, les VIH, c'est donc ces microbes qui provoquent l'infection dite à VIH, laquelle infection peut évoluer après quelque temps vers la maladie qu'on appelle sida. Et le sida lui-même étant un syndrome d'immunodéficience acquise. Alors lorsqu'on parle de syndrome, ça veut dire la constellation, un ensemble de signes, des symptômes, bref, un ensemble de maladies qui constituent donc cette entité, n'est-ce pas, qu'on appelle sida. Donc voilà, en termes simples, comme on peut dire, la définition du VIH et du sida. La différence, c'est que toute personne infectée par le VIH n'est pas forcément malade du sida. Donc il y a cette distinction à faire, parce qu'il y a des personnes qui sont infectées, qui portent le virus, qui portent le microbe dans leur corps, mais qui ne sont pas encore malades, mais qui peuvent donc transmettre, propager ces virus, n'est-ce pas, si les comportements ne sont pas responsables. Mais le sida, c'est le stade le plus avancé de l'infection à VIH, qui constitue donc les stades maladie. Docteur, apparemment, c'est comme si le taux de prévalence du VIH-Sida a un peu baissé en République démocratique du Congo. Est-ce que vous affirmez cela? Mais disons que, et là nous devons attirer l'attention de nos compatriotes pour leur dire, la prévalence n'a jamais été un bon indicateur pour suivre l'évolution ou les efforts, l'efficacité des efforts entrepris, n'est-ce pas, dans un pays. Parce que la prévalence, c'est en fait la résultante de l'incidence, ce qui veut dire de nouveaux cas d'infection, de nouvelles infections et aussi de décès. Dans un pays ou dans une communauté. Donc vous pouvez avoir des situations où le taux de prévalence est stable, où le taux de prévalence est même bas, mais en réalité ça traduit des situations fort alarmantes. Donc chez nous, on note une certaine stabilité, mais nous ne devons pas nous réjouir en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que l'accès au traitement est très limité dans notre pays, ce qui fait malheureusement qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qui décèdent du fait du sida et d'autres maladies associées, et donc le statu quo autour de cette stabilité apparente de la prévalence dans notre pays n'est pas une bonne chose. Vous dites que l'accès est très limité. Comment est-ce que vous pourriez nous éclaircir sur ces points-là? Il n'y a pas de soins appropriés dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas une prise en charge appropriée pour les personnes qui vivent avec cette maladie? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que
il y a des soins qui sont assurés efficacement par des professionnels de santé à travers le pays, mais l'accès limité auquel je faisais allusion, il s'agit de l'accès aux traitements antirétroviraux. Ces médicaments qui ont permis, n'est-ce pas, de mobiliser, de réaliser beaucoup de succès dans la lutte contre le sida à travers le monde. Mais dans notre pays, cet accès aux traitements antirétroviraux est très limité. Donc on est à peine fin décembre 2012, nous étions autour de pratiquement 25%. Vous voyez donc 75% de malades, de personnes qui ont besoin de traitements, n'en ont pas accès. Donc cet accès limité, malheureusement, occasionne beaucoup de décès. Et donc, avec beaucoup de décès, la prévalence peut apparaître stable. Et donc, c'est pas une bonne situation. J'aimerais un peu rester là, toujours en rapport avec l'accès limité aux antirétroviraux. On doit dire que la quantité n'est pas suffisante, ou bien ce sont des personnes eux-mêmes, bien qu'étant conscientes de leur état sérologique, ne se présentent pas pour bénéficier de ces antirétroviraux. Mais on a également entendu dire qu'il y a certains médecins, bien qu'ils ont des antirétroviraux dans leur zone de santé ou dans leur centre de santé, mais qui préfèrent, au lieu de donner gratuitement, préfèrent vendre ces antirétroviraux. Est-ce que c'est ça qui freine ou bien qui explique au fait cet accès limité? Non, je crois que le vrai problème qui justifierait cet accès limité, c'est d'abord un problème de ressources, des ressources financières. Parce que des ressources humaines, on en a. Donc ce sont des ressources financières et matérielles qui font défaut, donc qui sont insuffisantes dans le pays. Parce que lorsque nous disons traitement antirétroviraux, cela veut dire qu'il faut qu'on ait des tests et réactifs de laboratoire pour que des personnes se fassent d'abord dépister. Une fois des personnes dépistées, pour celles qui seront dépistées positives, elles doivent obtenir de soins et des traitements. Donc il faut de médicaments contre les infections opportunistes, de médicaments antirétroviraux. À part des médicaments contre les infections opportunistes, à part les médicaments antirétroviraux, il faut ce qu'on appelle les suivis biologiques. Et les suivis biologiques, il faut du matériel, des équipements, mais il faut surtout de réactifs de laboratoire pour faire une gamme variée d'examens qui permettent de surveiller l'efficacité, la toxicité de médicaments, de traitements, etc. Donc, il faut des ressources financières, des ressources matérielles qui malheureusement sont largement insuffisantes. Docteur Aimé, quelles sont les statistiques actuelles de VIH-Sida en République démocratique du Congo? Merci madame pour la question. Bon, en ce qui concerne les statistiques dans notre pays, il faut dire que on revient à la prévalence, parce que vous avez posé la question. Donc la prévalence du VIH dans notre pays auprès de la population générale, donc se situe autour donc, de 1,1%. Mais cette prévalence auprès des femmes enceintes, selon donc les dernières statistiques datées de 2011, nous sommes à 3,5%. Donc c'est alarmant, c'est préoccupant parce que des personnes continuent à s'infecter, particulièrement les femmes et surtout les jeunes, et de plus en plus les milieux ruraux sont touchés par cette épidémie du VIH, et nous connaissons la structure de notre population. 70%, si pas plus, vivent en milieu rural. Et donc, si nous laissons le milieu rural être envahi par le VIH sans réponse adéquate, ce sont des problèmes de sécurité alimentaire, ce sont des problèmes donc qui vont se poser en termes de ravitaillement de villes, en vivres, etc. Donc, il y a urgence à pouvoir adresser cette situation. On parle de rapports sexuels, objets tranchants infectés, contamination sanguine et transmission de la mère à l'enfant. Quel est au fait le mode de transmission qui prévaut le plus en République démocratique du Congo? Mais disons que sur les 3 principaux modes de transmission du VIH, c'est le mode par voie sexuelle qui est le mode le plus prépondérant malheureusement dans notre pays. Et là, nous venons d'ailleurs avec l'appui de l'ONU-SIDA de réaliser une étude où nous nous sommes posé la question de savoir d'où viendront les 1000 prochaines nouvelles infections à VIH en RDC. Et selon cette étude, il y a 4 catégories de personnes qui vont alimenter demain le VIH dans notre pays. La première catégorie, ce sont des couples hétérosexuels stables. Ça pose problème.
hein, de personnes qui sont apparemment donc stables dans une union de mariage ou qui cohabitent assez longtemps, c'est la prochaine cible. À part cette première catégorie, ce sont des clients de professionnels de sexe qui vont donc alimenter les VIH, mais aussi la troisième catégorie, donc, ce sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et ça, c'est fort préoccupant parce que les phénomènes s'étendent de plus en plus dans nos centres urbains. Donc, ça devient encore préoccupant. Et la dernière catégorie, ce sont des personnes qui ont des rapports sexuels multiples, qui ont des partenaires sexuels multiples. Donc, voilà donc 4 catégories principales de personnes qui vont alimenter demain le VIH dans notre pays. Donc à chacun de nous de se poser des questions. Mais dans quelle catégorie en rapport avec ce que vous êtes en train de dire, docteur, j'aimerais revenir à une question que je vous ai déjà posée. Est-ce que vous pensez que c'est possible que l'on puisse atteindre l'objectif 0 d'ici 2015, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible, d'autant plus qu'il y a des genres de cas qui continuent encore à être vécus dans notre société, et ces genres de cas peuvent encore accentuer les nombres des cas d'affection dans notre pays? Merci madame pour la question, mais disons que l'année 2015, que ce soit par rapport aux OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, etc., c'est un cap. C'est un cap qui a été fixé. C'est sûr que nous ne serons pas au rendez-vous de 2015, mais comme le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, l'avait déjà fait remarquer dans le DSRP, hein, le document des stratégies pour la croissance et la réduction de la pauvreté, nous nous inscrivons dans une dynamique de 2020. Nous espérons fortement que d'ici 2020, il sera possible, n'est-ce pas, de réaliser l'objectif 0 dans notre pays. Docteur, vous êtes du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Dans votre exercice de tous les jours, est-ce que vous aviez des chiffres ou bien une estimation en rapport avec la discrimination des personnes vivant avec le VIH-sida? Est-ce que ces personnes arrivent quand même à bien vivre dans la société actuellement? Malheureusement non. Largement, il y a une enquête qui a été réalisée avec l'appui du PNUD dans notre pays et qui démontre clairement, l'étude date de 2011-2012, donc il dénote clairement que des personnes vivant avec le VIH, même des personnes affectées par le sida, vivent dans un environnement de discrimination, de stigmatisation, de rejet, voire d'exclusion. Et laissez-moi vous dire que la discrimination, l'exclusion tue plus vite que le VIH lui-même. Et donc, en termes de chiffres, il faut dire que on peut estimer autour de 60% de cas de discrimination, malheureusement, que ce soit un milieu du travail, que ce soit, et ça nous a beaucoup surpris, même un milieu religieux, donc on voit de personnes vivant avec le VIH qui sont stigmatisées, qui sont discriminées, malheureusement, un milieu carcéral, un milieu scolaire, etc. Donc, c'est fort préoccupant. Donc là, on doit dire que l'état sérologique n'est plus confidentiel, parce que si les personnes qui vivent avec le VIH-Sida arrivent à être discriminées dans la communauté, donc c'est ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont autour d'eux, ils savent que cette personne est séropositive. Bon, disons que ça pose des problèmes, effectivement, en termes de confidentialité et de la gestion de l'information sur une personne séropositive ou malade du sida. Mais c'est là l'intérêt pour nous de pouvoir sensibiliser la communauté pour que autour de nous, nous avons dans la famille, les amis, les collègues des services et autres, etc., qui vivent avec le VIH ou qui sont malades, que nous n'avons aucun intérêt à les discriminer. C'est ça. Nous n'avons aucun intérêt à les stigmatiser, à les exclure de la vie sociale, de la vie de tous les jours. Parce que ça n'apporte rien. Nous connaissons le voie de transmission du VIH, donc il n'y a pas lieu de pouvoir les stigmatiser. À un certain moment, l'on voyait, que ce soit à la télévision, que ce soit partout dans la ville, des campagnes de sensibilisation, des campagnes publicitaires pour essayer de pousser la population à lutter ou à éviter de contracter le VIH-Sida. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Pourquoi?
Mais disons que c'est vrai, on sent comme si on aurait relâché par rapport à cette campagne de sensibilisation, mais c'est là où nous devons, dans un premier temps, faire appel aux médias. Et là, je salue Biwan de cette belle initiative, pour que nous puissions, à travers les médias, redoubler les efforts pour cette campagne de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication, parce que la menace du sida est encore là dans notre société et nous ne devons pas baisser les bras. C'est vrai, il y a des antirétroviraux qui sont là, mais l'accès, je le disais tout à l'heure, reste limité, donc mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça. Docteur, quelle est la tranche d'âge ou la catégorie sociale qui est le plus touchée par cette maladie? Mais disons qu'en termes de tranche d'âge, c'est autour de 19 à 39 ans. C'est la tranche d'âge la plus touchée. Et vous aurez remarqué, c'est la jeunesse. C'est la force, c'est la main-d'œuvre qui doit travailler pour développer notre pays. Donc nous sommes dans la révolution de la modernité, donc il faut que nous travaillions, mais c'est cette même tranche qui doit travailler, qui est la tranche la plus touchée. Donc il faut absolument que nous puissions faire de sorte que notre jeunesse soit prévenue, n'est-ce pas, du danger du VIH et qu'elle adopte un comportement responsable. Comment par exemple? Mais nous devons toujours rappeler qu'il y a les moyens de prévention du VIH, que ce soit par voie sexuelle, que ce soit par voie sanguine ou que ce soit de la mère à l'enfant. En ce qui concerne la voie sexuelle, pour prévenir la transmission sexuelle du VIH, nous disons l'abstinence, la bonne fidélité, la fidélité réciproque, mais si on ne peut pas, il y a le préservatif masculin et féminin qui existe. Mais nous encourageons aussi les gens à se faire dépister pour bien connaître si on est déjà infecté ou pas. Puisque plus tôt on est dépisté séropositif, mieux ça vaut, parce que la prise en charge qui doit être précoce permettra de vous offrir une qualité de vie meilleure par rapport à la situation de séropositivité. Ça, c'est par rapport à la voie sexuelle. Mais par rapport à la voie sanguine, nous insistons pour que l'usage des objets tranchants, etc., soit des objets à usage unique, sinon personnel. Et puis, la transfusion sanguine doit se faire dans des centres de santé, dans des structures de santé qui respectent les normes nationales, la politique nationale, qui veut que les sangs à transfuser doivent au préalable et systématiquement être testés. Non seulement pour le VIH, mais pour d'autres maladies transmissibles par le sang. Ça, c'est par rapport à la voie sanguine. Et par rapport à la transmission mère et enfant, et là aussi on insiste pour que les parents, nous insistons, les parents, donc la maman et le papa, puissent se faire dépister de manière à ce qu'on sache comment prendre en charge une femme qui attend famille, notamment par le dépistage et les antirétroviraux, et à la maman et à l'enfant pour prévenir la transmission chez les nouveau-nés. Vous parliez tout à l'heure de dépistage précoce. Docteur, vaut mieux connaître son état sérologique pour éviter de tergiverser, pour éviter d'arriver tard si vous avez déjà la maladie à l'hôpital. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le dépistage précoce devrait être obligatoire? Bon, vous savez, la lutte contre le sida est régie par des lois dans notre pays, et la loi nous interdit de pouvoir obliger quelqu'un à faire son test de dépistage. Il faut sensibiliser, que les gens prennent conscience de l'importance et de la nécessité de se faire dépister pour qu'ils y passent. Au lieu de dire dépistage obligatoire, nous suggérerons plutôt le dépistage systématique. En tout cas, par exemple, dans le milieu de soins, aujourd'hui, on encourage des professionnels de santé à proposer systématiquement à tous les patients qui reçoivent, etc., le test de dépistage. Si une personne dit non, alors là, on ne fait pas. Mais sinon, il faut proposer un dépistage systématique au lieu d'obligatoire. Plus d'engagement, plus de responsabilité pour un Congo sans sida. C'est un appel qui est lancé au gouvernement, c'est un appel qui est lancé aux bailleurs de fonds, ou bien c'est un appel qui est lancé à toute la communauté? Mais disons que cet appel qui a été lancé sous forme du thème national à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida s'adresse d'abord au gouvernement de la République, et à travers le gouvernement de la République, les gouvernements provinciaux
le Parlement, donc le parlementaire, les députés provinciaux, mais aussi les bailleurs de fonds et la population générale. Donc le gouvernement, parce que le gouvernement de la République, c'est le premier responsable de la lutte contre les sida, et là, le président de la République a défini la vision en termes de génération sans sida. Il faut que le gouvernement de la République, qui a retenu la lutte contre les sida dans son plan quinquennal, puisse davantage s'engager, et le Premier ministre Matata y est dessus. Donc nous tenons absolument que cet engagement soit renouvelé et soutenu pour qu'il y ait davantage des ressources de l'État pour pouvoir adresser le VIH-Sida. Docteur Aimé, lentement, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le niveau de la recherche dans notre pays en rapport avec la lutte contre le VIH-Sida? Ok, c'est une bonne question, mais disons que je voudrais saluer d'abord les peu de chercheurs, n'est-ce pas, qui sont en train de travailler dans notre pays sur le sida, mais il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ça c'est un aspect. L'autre aspect, malheureusement, c'est que ces chercheurs ne sont pas soutenus, ne sont pas financés, ne sont pas appuyés pour que de travaux de recherche puissent s'étendre, se réaliser à l'échelle du pays. Et donc, globalement, il faut dire qu'il y a de gros défis. Il y a de gros défis en termes de recherche, aussi bien sur le plan médical, donc la médecine, mais aussi sur le plan social, sur le plan économique, etc., sur le plan juridique. Donc, la question est multisectorielle, pluridisciplinaire. Donc, nous encourageons donc les différents chercheurs dans différentes disciplines qui puissent s'activer pour que notre pays puisse s'inscrire dans ces efforts de recherche de solutions par rapport au VIH-Sida. Donc, c'est vraiment encore à relever la recherche dans notre pays. Sur le plan multisectoriel, docteur Aimé, avant que vous ne puissiez quitter ce plateau, est-ce que vous aviez un message à lancer? Parce que le mois de décembre, c'est un mois qui est dédié à la lutte contre le sida. Vous êtes du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Quel est le message que vous lancez à la population tout entière? Mais à la population tout entière, le message c'est que aujourd'hui, avec de progrès scientifiques, de succès que nous récoltons dans la lutte contre le sida, il y a espoir. Mais cet espoir doit être nourri, doit être entretenu par notre prise de conscience, notre sens de responsabilité, parce que la menace est là. On n'a pas encore de vaccin, on n'a pas encore de traitement, donc il nous faut absolument être prudent, n'est-ce pas, et adopter un comportement responsable pour que le VIH ne passe pas par nous. Merci beaucoup, docteur Aimé, d'être venu sur ce plateau afin d'échanger avec nous sur la situation ou l'état des lieux de la pandémie en ce mois de décembre consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Je rappelle que vous êtes chef de section partenariat au programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Merci d'avoir été notre invité. Merci, madame.